Hein, donc la semaine dernière en parlant de création monétaire, on s'était demandé donc quels étaient les scénarios possibles de coexistence et de concurrence entre les banques, d'une part, et d'autre part les fintechs qui sont des émetteurs de monnaie limitée, puisqu'on a vu on pouvait entendre les opérateurs de monnaie électronique comme des narrow banks, euh, au sens où les opérateurs de monnaie électronique, en fait, ils ne font pas de prêt, mais ils se contentent de restituer les moyens de paiement que vous leur confiez, quoi. Bien, alors, donc, il y a une manière complètement empirique de résoudre la question qui serait un peu ma nature, qui serait d'aller regarder comment ça se passe dans les modèles économiques, et puis où est-ce que ça va, quels sont les modèles économiques qui ont une chance de faire je ne sais pas quoi. Et puis, il y a une approche beaucoup plus théorique, qui était celle de Léna. Alors, je vais quand même essayer d'être à peu près fidèle à ce qu'elle vous aurait raconté. Ce sera certainement moins bien, mais enfin, au moins, je vais essayer de marcher dans ses pas. C'est-à-dire que quand j'entends par là que il y a une approche théorique de la question, c'est-à-dire que concrètement, on peut se demander ce que c'est que l'intermédiation financière, comment ça marche, et quels sont les fondements de l'intermédiation financière et euh, quel rôle remplissent effectivement les banques. Et est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui seraient aussi à même de remplir ce même rôle? le, le, donc, ce qui est amusant, en fait, c'est que, effectivement, Olena, qui a repris le cours que j'avais il y a des années, elle a une approche beaucoup plus théoricienne, alors que moi, j'ai plutôt tendance à voir les banques comme une espèce d'accrétion de trucs où, au début, on est censé faire des prêts, et puis, en fait, comme on a des liquidités, ben, on les investit dans des trucs qui rapportent, et puis du coup, la survie des banques, c'est leur capacité à trouver des modèles économiques rentables. Euh, Léna, son sujet, c'est plutôt il y a une fonction qui est de fournir de la liquidité, et est-ce qu'il y en a d'autres que les banques qui sont capables de fournir de la liquidité? Bon, alors concrètement, on était en train de se dire que euh, la caractéristique des fintechs, c'est évidemment qu'elles s'appuient sur un renouvellement technique qui est de nature disruptive. Et alors, c'est des choses qui sont peut-être un peu anciennes pour vous, mais pour les gens qui ont été enfants dans les années 70 ou 80, l'effet du progrès technique sur le tissu économique, c'est quand même remarquable parce que quand j'étais enfant, il y avait des régions sidérurgiques en France. Ça veut dire qu'il y avait des régions qui avaient une identité qui était liée à une certaine industrie. Et puis cette industrie, elle a totalement disparu. Après tout, ça pourrait être la même chose pour le secteur financier tel qu'on le connaît. Alors, bon, à côté de ça, il y a eu cette nouvelle que JP Morgan poussait tous ses employés à faire du Python. Enfin, ça a un côté un peu ridicule, d'accord, de se dire, en fait, une banque, ça va devenir une espèce de hub d'innovation où chacun va écrire des contrats en Python ou en je sais pas quoi, dans le langage de programmation d'Ethereum. Bon, ok, d'accord, tout ça, c'est bien gentil. Et concrètement, c'est quoi une institution financière? Une institution financière, c'est une institution qui sert d'intermédiaire entre ceux qui ont du capital et qui veulent le prêter, et puis ceux qui demandent du capital. Avec comme problème que entre ceux qui ont du capital et ceux qui en demandent, il y a des asymétries d'information considérables. Ces asymétries d'information, elles sont exemptées, c'est-à-dire que concrètement, les prêteurs ne connaissent pas la qualité des emprunteurs. Et si vous vous contentez de vous dire ce que je vais faire pour me prémunir contre les risques, c'est que je vais demander des taux d'intérêt très élevés pour prêter mon argent, en fait, vous allez exercer une anti-sélection qui fait que vous allez attirer les emprunteurs qui ont le moins de scrupules. Et ça, en fait, le premier qui l'ait remarqué formellement, c'était Irving Fisher. Et concrètement, le marché du prêt à intérêt, c'est un marché sur lequel le prix ne joue pas son rôle. Et ça, c'est vachement important pour comprendre effectivement la raison pour laquelle il y a des institutions financières. C'est-à-dire que quand vous augmentez le taux d'intérêt, vous attirez les gens sans scrupules, c'est quand même un truc très particulier, le fait de prêter de l'argent. Parce que pour prêter de l'argent, il faut avoir les moyens de vous faire rembourser. Et avoir les moyens de se faire rembourser, comment dire, ça signifie que vous pouvez exercer un contrôle sur l'emprunteur. Et c'est ça qui ne va pas de soi.
Bon, alors, donc, il y a des asymétries d'information ex ante, à la fois sur la qualité du projet et sur la qualité propre du prêteur, qui font que, en fait, vous ne pouvez pas trier les bons projets, les bons prêteurs en augmentant les prix. Ça ne marche pas. Bien au contraire, ça produit une antisélection qui fait que si vous augmentez simplement les prix, vous allez vous retrouver avec des gens que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Après, il peut y avoir des asymétries d'information sur le type d'effort que les emprunteurs vont produire pour rembourser leurs prêts. Donc concrètement, il y a une asymétrie d'information qui est liée à l'aléa moral, qui est que un emprunteur qui a l'air bien sous tout rapport, s'il peut échapper au remboursement, il ne va pas se gêner. Donc ça, c'est un truc que vous ne voyez pas ex ante, parce que c'est pas, même un type qui a un casier judiciaire vierge, il peut être opportuniste. Et de fait, ex post, le problème, ça va être une fois que votre emprunteur a emprunté, il va falloir le contraindre à rembourser. Pourquoi le contraindre à rembourser? Parce qu'il y a plusieurs scénarios, mais il peut faire une faillite frauduleuse et ne pas avoir à vous rembourser. Il peut faire ce qu'on appelle de la substitution d'actifs, c'est-à-dire vous lui avez prêté de l'argent sur la base d'un projet, et puis en fait il va faire un autre projet, et puis cet autre projet, il ne présente ni le rendement potentiel, ni les garanties qui étaient dans le projet initial. Et donc concrètement le projet, c'est quoi? C'est qu'en fait, il achète une option, et puis, si l'option ne se matérialise pas, bah, il n'y a rien à rembourser, il n'aura pas les moyens de rembourser, et puis si l'option se matérialise, il va disparaître avec le cash. Bon, donc de fait, quand on dit qu'il y a des asymétries d'information sur le marché du crédit ou sur le marché des fonds prêtables, ce n'est pas des petites asymétries d'information. Enfin, ce n'est pas seulement des asymétries d'information ex ante qui sont « ah ben je ne sais pas ». C'est qu'en plus, il faut pouvoir exercer un contrôle effectif sur le prêteur. Alors quand on y pense, il y a plein d'institutions qui savent exercer un contrôle effectif sur l'emprunteur. Il y a plein d'institutions qui savent exercer un contrôle effectif sur l'emprunteur de la manière parfois la plus inattendue. En particulier, quand on pense, comment ça se passe le crédit dans des sociétés où il n'y a pas de banque? Ou si vous voulez, une autre manière de poser la question, c'est et si vous ne pouvez pas emprunter à une banque, est-ce que vous pouvez quand même solliciter un crédit? Et auprès de qui? La famille, des amis. Oui, alors ça, c'est le bon scénario, ça. Ça, c'est quand tout va bien, parce qu'en fait, là, c'est pas vraiment une extension de votre crédit. Donc, tant que vous avez de la famille ou des amis qui acceptent de vous prêter, tout va bien. Mais quand vous n'avez pas de famille ou pas d'amis, ou quand ils ne veulent plus vous prêter, et les banques non plus. La mafia? Voilà, c'était ce que j'attendais, merci. Et là, la mafia, elle va contrôler le risque moral, et elle va savoir se faire rembourser. Alors, un peu en dehors de la loi. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est la mafia. Mais concrètement, vous voyez bien que dans tous les cas, c'est-à-dire que ce soit la famille ou le moyen de contrôle de l'aléa, le moyen de contrôle, c'est déjà la famille ou les amis, ils vous connaissent. Donc ils savent si vous êtes du genre à aller boire l'argent qu'on va vous prêter ou pas. Et puis ensuite, le contrôle ex post qu'ils peuvent exercer sur vous, c'est que normalement, il y a un lien affectif. Bon, une fois qu'il est cramé, on n'en parle plus. La mafia, c'est une autre nature. Ils ont un instrument de pression ex post, donc ils se foutent complètement ex ante de savoir, de connaître votre track record. De toute façon, eux, ils font parler la poudre. Donc si vous ne payez pas, ils vous cassent les jambes, et puis la deuxième fois, ils vous tirent dessus. Donc voilà. Mais il est manifeste que cette affaire d'asymétrie d'information, c'est pas pour rire. Tiens, au fait, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais vous savez qu'il y a de l'usure en Europe? Vous savez que concrètement, il y a des cas d'usure importants en Europe. J'avais découvert ça, en fait, une année où j'avais demandé aux étudiants de faire des petits mémoires sur des sujets qui les intéressaient. Et il y en avait un qui m'avait fait un mémoire sur... J'arrête le partage parce que je vais vous montrer un truc amusant. Il y en avait un qui m'avait fait un truc sur le financement participatif avec avec un moteur d'intelligence artificielle qui déterminait le credit rating de l'emprunteur. Et alors, l'entreprise qui faisait ça, c'était une entreprise qui était une entreprise lituanienne ou lettonne, je ne me souviens plus.
Et, et cette boîte, en fait, elle avait par exemple un représentant, comment dire, elle avait un bureau de représentation en Espagne, enfin une filiale espagnole, pardon, je parlais français, et cette filiale espagnole qui s'appelle Prestamer.es, je voudrais juste vous montrer sa page web parce que c'est assez intéressant. Donc, c'est-à-dire que j'aimerais bien en fait évaluer la distance entre ça et la mafia. Donc, excusez-moi, c'est de l'espagnol, mais ça changera de l'anglais, n'est-ce pas? Donc, c'est une page web réelle. Hein. Ce que je vous montre, c'est pas de l'invention, d'accord? Ejemplo de cálculo de la tasa de interés de un préstamo personal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc ejemplo de cálculo de la tasa de interés nominal de un préstamo de 1.000 euros durante un plazo de 90 días, d'accord? Donc, on prête 1 000 euros pendant 90 jours. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien la phrase suivante. La tasa de interés diaria es del 0,96%. Por lo tanto, para una operación de 90 días, la tasa de interés nominal es de 0,96% multiplié par 90, ça nous fait 86,4% d'intérêt pour 90 jours. Los intereses acumulados, bon, les intérêts accumulés, c'est 864 euros pour un prêt de 1 000 euros. Bon, et puis après, il y a le schéma si vous avez du retard. Parce que si vous avez du retard, le taux d'intérêt monte à 5% par jour. D'accord? Ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, du coup, si vous avez du retard, si vous avez un retard de, c'est combien? De 10 jours, du coup, vous avez vu le calcul, vous devez rembourser 2 367 euros et 5 centimes pour un prêt de 1 000 euros pendant 100 jours. Voilà. Donc, la question, c'est, donc là, vous voyez que quand on dit, quand on augmente le taux d'intérêt, ça a un effet de sélection adverse, mais qui peut être assez dingue pour emprunter dans ces conditions. Pourtant, il doit y avoir des emprunteurs. Alors, si vous allez, donc ça c'était la version 2019. Je suis retourné voir la version 2020. Et la version 2020, c'est encore mieux, c'est que maintenant, le taux d'intérêt nominal est de 2,99% par jour. Alors, ce n'est pas une banque, hein, d'accord? C'est un truc de financement, de crowdfunding amical entre des gens qui ont besoin d'argent à n'importe quel prix et puis des gens qui sont prêts à en prêter très bien. Mais la question que je me pose, c'est ces mecs-là, comment ils font pour se faire rembourser? À mon avis, ce truc-là, c'est une vitrine légale de la mafia. Je ne vois pas d'autre solution. C'est qu'ils vous envoient un tueur à gage quoi, pour récupérer le pognon. Bon, mais ceci était pour nourrir votre réflexion au cas où vous trouveriez que le modèle économique des banques n'est pas satisfaisant. Moi, je vous suggère quand même des modèles économiques où, visiblement, il y a des gens qui ont moyen de se faire payer des taux d'intérêt plus élevés. Je ne sais pas bien comment ils font, mais il y a peut-être un sujet de recherche qui ne passe pas par l'écriture de papier d'économie, mais qui, si le sujet vous intéresse, moi, ça m'intéresse que vous enquêtiez. Voilà. Je n'ai pas voulu le faire d'abord parce que je n'ai pas le temps, et puis ensuite parce que je préférerais rester en vie. Mais si vous avez un bon gilet pare-balles, ça m'intéresse. Voilà. Bon, alors, maintenant, trêve de plaisanterie, on va revenir dans le système légal et se dire que l'un des problèmes qu'on a, c'est que, bon, on a bien vu, en gros, il y a un sujet de asymétrie d'information, à la fois avant le prêt et ensuite pendant la durée de vie du prêt. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on produit de l'information? Parce que produire de l'information, c'est cher. Et le truc, c'est que si une firme produit de l'information sur un client, sur un emprunteur potentiel, le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément à même de trouver un modèle économique dans la production d'informations. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle produise une information fiable. Or, ce n'est pas simple de prouver que l'information qu'elle a produite était fiable. Et puis, il faut qu'elle se garde pour elle le revenu lié à l'exploitation, à la diffusion de l'information. Or, la plupart du temps, quand une information est bonne, elle va circuler, parce qu'une fois que vous l'avez produite, c'est quand même difficile de la retenir. Et puis, l'information mauvaise, elle va circuler aussi.
Et comment est-ce qu'on fait le tri entre la bonne et la mauvaise information? Demandez au président Trump. Mais même regarder dans l'histoire récente des boîtes qui sont payées pour produire de l'information, euh, c'est quoi le modèle économique des agences de notation et c'est quoi leur track record en matière de production d'informations? Je vais poser autrement. Poser la question autrement. Un, est-ce que les agences de notation ne se sont pas trompées récemment ou n'ont pas induit récemment le client en erreur? Ou alors, le rôle des agences de notation dans la crise des subprimes, ça vous dit rien? Si comment dire, les titres faits de plusieurs de paquets de subprimes, ils étaient notés super bien, alors qu'en fait, ben, il y a plein de très mauvais prêts. Exactement. Donc, en fait, les titres émis par les véhicules de titrisation, dont on a parlé dans le chapitre sur la titrisation, qui étaient des titres qui étaient. Alors, ils sont émis par les véhicules de titrisation. Les véhicules de titrisation ont leur crédit rehaussé par des assureurs. Donc, en principe, c'est un peu moins pire que si ça l'était plus. Mais les agences de notation, pour ces titres-là, ont utilisé la même échelle de notation que pour les obligations corporate. Et en fait, le triple A dans une obligation corporate, qui veut dire 0,1% de chance qu'il y ait un défaut de paiement à échéance d'un an, n'avait pas du tout le même sens que le triple A pour les asset-backed securities. Ou triple A pour les asset-backed securities, ça voulait dire, en fait, on ne sait pas très bien quoi. Et donc, concrètement, l'information émise par les agences de notation n'était pas de qualité parce que la même note, triple A, n'avait pas le même sens selon qu'on parlait de la dette corporate ou bien des asset-backed securities. D'accord. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la qualité, le public en général n'était pas conscient de la différence dans les échelles de notation. Et d'ailleurs, par exemple, vous voyez ce que c'est une transition matrix, une matrice de transition? C'est une matrice qui vous dit quelle est la probabilité de passer d'un rating à un autre rating. D'accord. Donc, la probabilité de passer de AAA à AA, par exemple. Donc, ça, pour la dette corporate, la matrice de transition, vous pouvez la demander. Pour les asset-backed securities, pas de matrice de transition et pas de définition explicite des probabilités de défaut. Donc, c'était manifestement pas le même univers, bien que ce soit les mêmes lettres. Bon, mais qu'est-ce que c'est le modèle économique des agences de notation? Qui est-ce qui paye l'agence de notation? C'est les banques elles-mêmes. Les banques en tant que quoi? Euh, En tant que ben, c'est les agents qui titrisent ces prêts. D'accord, donc c'est les émetteurs en fait qui payent l'agence de notation. Ouais, voilà. Hein, parce que de fait, le problème c'est que si c'est les acheteurs si c'est les investisseurs qui payent l'agence de notation, en fait ils sont pas prêts à payer. Ou alors s'ils payent, ils vont refiler l'information à leurs petits copains. Ils vont mutualiser. Alors théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire puisqu'on leur fait signer un contrat où ils n'ont pas le droit de le faire. Mais on pourrait leur faire signer un contrat où ils n'auraient pas le droit de le faire, mais il n'y aurait pas de raison qu'ils mutualisent avec leur famille, leurs amis, leur beau-frère, leur je sais pas quoi. Bref, parce que, en gros, c'est celui qui a de la dette à fourguer qui paye pour produire de l'information, et de ce fait, l'information n'est pas viable, n'est pas fiable. Et l'information n'est pas fiable justement parce que si c'était celui qui a besoin de l'information qui payait, il aurait tendance à diffuser l'information, ce qui ne permettrait pas à celui qui l'a produit d'avoir un modèle économique viable. Bref, il y a un problème de gestion de l'information. C'est-à-dire qu'on voit que le truc, c'est pas seulement qu'il y a un problème d'asymétrie d'information entre ceux qui veulent emprunter et ceux qui sont prêts à prêter, mais il y a en plus qu'il n'y a pas de modèle économique pour vendre de l'information. Oui. Pourquoi on ne fait pas payer justement à la personne qui achète Enfin, il y a un certain taux qui fait que c'est celui qui achète qui paye l'agence de notation. Donc, c'est pas l'émetteur, mais c'est l'acheteur, quoi. Mettons, si j'achète une action d'une entreprise et qu'il y a un taux de je ne sais combien pour diviser ce frais de notation par tous les acheteurs de... On ne peut pas mettre en place quelque chose comme Oui, ça. non, mais vous avez tout à fait raison. On pourrait mettre en place quelque chose comme ça.
Mais vous avez compris le truc. Le vrai sujet, c'est que les agences de notation, elles font un boulot qui est quand même assez curieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie marketing là-dedans. C'est qu'elles elles participent à la vente de la dette. Et c'est pour ça qu'elles sont payées par les émetteurs. Si on demande à l'emprunteur de payer, bah, alors, du point de vue psychologique, l'emprunteur, il n'a pas forcément envie de payer pour le service. De manière évidente, quand c'est l'émetteur qui paye, en fait, c'est l'emprunteur qui paye au bout du compte, mais il ne le sait pas. Mais il ne sait pas qui paye. Mais si on lui révèle qui paye, bah, il va avoir tendance à dire « mais moi, je ne paye pas pour ça ». Et par aller acheter des government bonds. Donc des titres pour lesquels il n'y a pas de notation. Parce qu'en l'occurrence, les souverains, ils ne demandent pas à être notés. Hein. Ouais, ok. Donc, les souverains ne demandent pas à être notés, ça dépend. Parce que les autos, quand tu fais une émission, je pense qu'ils demandent à être notés, parce que personne ne sait ce qu'il vaut sinon. Mais les grands souverains, ce n'est pas eux qui demandent à être notés. Les agences font ça un peu de manière promotionnelle pour elles, quoi. Donc, il y a un équilibre compliqué qui est que... vous voyez bien que du point de vue psychologique, si on vous dit si vous voulez acheter des trucs si vous voulez investir dans tel type d'obligation, il va falloir payer une taxe en plus. Il y a des gens qui sont complètement parano avec ça. Les gens qui vont foutre leur pognon en Suisse ou au Luxembourg ou au Liechtenstein, c'est pas pour qu'on leur dise ensuite on va vous mettre une petite taxe pour les agences de notation. Donc, de fait, c'est clairement là qu'il y a un échec de marché. C'est que comme il y a des gens qui ne veulent pas payer, eh ben, en fait, le modèle est pervers dans la mesure où en fait, c'est l'émetteur qui paye. Et comme c'est l'émetteur qui paye, eh ben, les agences de notation, le service qu'elles vendent à l'émetteur, c'est évidemment pas une évaluation objective de la créance. Mais c'est des arguments de vente. C'est ça qu'elles vendent. Donc, ça sent pas très bon. Donc, c'est pour ça que le modèle économique des agences de notation est douteux et le service que les agences de notation fournissent au marché, enfin l'information que les agences de notation fournissent au marché, ça pose toujours un problème. On l'a vu très clairement justement avec la notation des créances titrisées ou du papier asset-backed. Un jour, il faudrait que je trouve un nom en français pour ça. Enfin bon, on va dire des créances titrisées, ce sera très bien. Là les agences de notation, elles ont été prises la main dans le sac. Bon, alors, il y a quand même une solution à ce paradoxe du pricing de l'information, de l'évaluation, ou il faudrait dire en français de la prisée, d'accord, de la prisée de l'information. Quand on dit de quelque chose qu'il est très prisé, ça veut dire que les gens lui donnent un prix. Donc, de fait, c'est un mot d'ancien français, mais ça se dit de priser, pour to price, d'accord. Donc, il y a une solution au problème de marché, de priser l'information. Et ça, c'est... alors, je vais citer plein d'articles classiques, puisque là, je prends le rôle de Léna, en moins intelligente. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Quand on est moche et con, on essaie quand même de faire des efforts. Donc, je ne sais pas quelle est votre familiarité avec tout ce que je vais citer comme papier, mais au moins vous aurez vu citer. Et puis, dans les transparents, le lien est cliquable. Et donc, vous avez une biblio qui vous attend. Donc, un des premiers papiers sur la question de à quoi servent les intermédiaires, c'est le papier de Leland & Pyle dans le Journal of Finance qui explique qu'en fait, une manière de résoudre le paradoxe de l'information, c'est justement la manière dont les banques le résolvent, c'est-à-dire qu'au lieu de produire de l'information et d'essayer de vendre de l'information, les banques, elles produisent de l'information et elles investissent ensuite leurs fonds. Et en fait, c'est le rendement supérieur de leurs fonds qui rémunère leur production d'informations. Et donc, en fait, le papier de Leland & Pyle, là où il est pionnier, enfin là où il a changé la vision que les économistes financiers ont du monde, c'est qu'il présente les banques comme étant des productrices d'informations. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles produisent de l'information sur la qualité des emprunteurs, et puis ensuite, elles exploitent ce différentiel d'informations qu'elles ont avec le reste du monde. Alors, ce faisant, il va y avoir un effet de signalement. Bon, ça, c'est Stiglitz et Weiss. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles prêtent,
c'est qu'elles pensent que l'emprunteur va être suffisamment fiable, et donc elles envoient au marché un signal, et donc le marché va pouvoir prêter à la suite des banques. Mais concrètement, si vous voulez, elles ont un modèle économique qui est de vivre du rendement, du différentiel de rendement, enfin, du rendement supplémentaire que leur produit la qualité de l'information qu'elles produisent. Et il y a une externalité à cette activité qui est qu'elles envoient un signal au marché, c'est qu'elles signalent les emprunteurs, oui, j'y suis, de qualité. Alors, puisque les banques font ça, question, et qui d'autre que les banques fait ça? Qui d'autre que les banques est capable de produire de l'information et d'investir son propre argent? Ben, il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir qui on connaît comme intervenant sur le marché des fonds prêtables. Bon, alors les banques, ça, on a compris le truc, effectivement. Alors, comment est-ce qu'elles produisent de l'information sur les emprunteurs? Ben, concrètement, elles leur posent des questions, et puis à partir de ces questions, elles décident de leur credit rating. Au passage, c'est pas très, enfin, aux États-Unis, le fait que ce soit les banques qui produisent de l'information, c'est quand même pas très clair, parce qu'aux États-Unis, le credit rating des emprunteurs, il est fourni. Par qui est-ce qu'il est fourni la mesure du crédit, justement, d'un emprunteur? Par qui c'est fourni aux États-Unis? Il y a 3 cas, d'accord? Si vous êtes une personne morale et que vous voulez émettre des titres, agence de notation. Si vous êtes une personne physique et que vous voulez emprunter auprès d'une banque, aux États-Unis, ça se passe comment? Il y a un score, non? Score FICO. Voilà, vous faites un FICO score. Le FICO score vous donne un score entre 0 et... Enfin, 0, c'est pas bon. Entre 0 et 950. Et vous allez voir ça avec la banque. Alors, ce qu'il y a, c'est que la banque, elle peut vous demander de vérifier les données que vous avez communiquées à FICO, c'est-à-dire vos bulletins de salaire, vos diplômes, etc. Mais concrètement, c'est le score FICO, il est calculé en dehors de la banque. Il y a une troisième catégorie de projets pour lesquels il n'y a pas de credit rating. Il y a une troisième catégorie d'emprunteurs pour lesquels il n'y a pas de notation par les agences de notation. Et il n'y a pas non plus de FICO score. C'est quoi? C'est le crédit aux entreprises. Et là, quand même, les banques, elles ont un rôle à jouer. C'est dans l'analyse financière de la capacité de remboursement des entreprises. Donc, de fait, les banques américaines, elles produisent de l'information que là-dessus. Alors qu'en France, d'abord, c'est mieux, comme vous le savez, mais ça, c'est toujours mieux, mais en France, les banques, elles ont leur propre modèle d'évaluation pour les emprunteurs personnes physiques, et en plus, elles font le boulot pour les entreprises, pour les personnes morales. Au passage, ça ne pose pas parfois un problème, le modèle d'évaluation des risques des clients dans les banques? Vous n'aviez pas vu ça? Il y avait eu un petit article dans le Canard enchaîné il y a quelques années parce qu'il y avait une banque française mutualiste qui notait l'origine ethnique de ses clients. Alors, ce n'était pas seulement qu'ils notaient l'origine ethnique des clients, mais c'est qu'ils mettaient des scores, ce qui était un tout petit peu problématique. Parce que la discrimination raciale, c'est comment dire, c'est pas tellement dans la charte européenne. Voilà. Alors, la déclaration des droits de l'homme non plus. Bon, donc de fait, en France, les banques, elles produisent vraiment l'information avec un modèle maison. Et elles le sortent d'où, le modèle maison? Comment vous faites un score? Ça vous dit quelque chose, Probit? C'est des modèles économétriques. Oui. Mais Probit, vous voyez ce que c'est ou pas? Oui, on l'a fait. Ouais, bah, vous expliquez la probabilité de défaut à partir en gros, vous avez des historiques de prêt de tous vos clients. Et vos clients, ils sont caractérisés par des variables qui sont ce que vous avez dans votre base. Donc, âge, diplôme, adresse, truc muche. Et puis, vous faites un modèle Probit. Donc, un modèle, en fait, vous allez régresser la probabilité de défaut des clients qui font défaut sur tout ce que vous avez comme info sur eux. Alors après, donc ça, c'était la version
la version années 70, enfin, ou années 2010, si vous voulez. Maintenant, quand même, vous allez être un peu plus malin, vous n'allez pas faire un modèle Probit linéaire, vous allez faire un modèle Probit d'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, vous allez avoir un truc de deep learning qui va vous calculer, qui va vous faire une estimation de la probabilité de défaut en fonction non seulement des relations, des relations linéaires, comment dire, d'une expression linéaire qui est calculée à partir des variables que vous avez dans votre base, mais aussi, pourquoi pas, d'autres choses. D'accord ? Mais donc, concrètement, là où les banques, effectivement, produisent de l'info, c'est qu'elles ont une historique de crédit passé, avec les défauts, et à partir de là, elles peuvent donner leur score maison à chacun des emprunteurs qui se présentent. Donc, de fait, elles produisent de l'info et elles investissent, alors elles n'investissent pas leurs fonds propres, mais elles investissent les fonds dont elles ont la gestion. Donc, elles investissent quand même l'actif de leur bilan en prêtant. Donc, concrètement, c'est vraiment le schéma de l'élan des piles, c'est-à-dire le modèle économique des banques, dans la mesure où elles prêtent, elles produisent de l'info, et cette info, ça leur permet d'avoir des clients auxquels elles savent prêter, et elles savent que les clients, ils vont pas faire défaut, et donc elles ne perdent pas d'argent. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des Special Purpose Vehicles, donc des véhicules de titrisation? Est-ce que ça produit de l'info? Et est-ce que ça investit? En fait, ça produit de l'info. En fait, normalement, les prêts, ils ont déjà été originés. Donc, normalement, l'emprunteur, si on considère de la titrisation une créance, d'accord, l'emprunteur, il a déjà été noté. Alors, il peut y avoir dans son historique de crédit un truc qui fait qu'il devient plus risqué. D'abord, vous ne pouvez pas faire grand-chose, puisque de toute façon, vous lui avez déjà prêté. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est renégocier je ne sais pas quoi. Mais concrètement, le Special Purpose Vehicle, ce qu'il fait, c'est un conduit. C'est-à-dire que concrètement, c'est un conduit qui va amener les remboursements du compte du client vers les comptes de ceux qui ont acheté les titres émis par le SPV. Toute la gestion, y compris des signaux de défaillance, etc., c'est la banque qui continue à effectuer la gestion du truc. Donc, c'est la banque qui continue à avoir la main sur l'information. Alors, il y a des exemples où ce n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire il y a des types de fonds où le gestionnaire de fonds, il est producteur de l'information. Par exemple, dans les CLOs, donc les fonds qui gèrent de la dette corporate. Mais, dans ce cas-là, ce n'est pas son pognon qu'il investit, c'est le pognon des... Alors, c'est le pognon qu'on lui prête. Donc, dans les CLOs, il y a une gestion qui peut être de type quasi bancaire. Mais, de fait, il n'investit pas ses fonds propres. Il investit que l'argent qu'on lui prête avec un mandat de gestion. Pareil, dans les money market mutual funds, les money market mutual funds, alors eux, ils ne produisent pas du tout d'informations. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans des titres du marché monétaire. Or, les émetteurs sur le marché monétaire, c'est quand même en principe des gens qui sont notés. Et donc, l'information, elle est produite par les agences de notation. Et puis, de toute façon, les gestionnaires de money market mutual funds, ils n'ont pas le temps de faire de l'analyse financière de je ne sais pas quoi. Parce que ce qui négocie, c'est du papier qui sert à fournir de la liquidité. Donc, ce n'est pas du papier qui est du financement de projet. Donc, ce qui négocie, c'est vraiment le crédit des entreprises. Point. Ce n'est pas la solvabilité d'un projet en particulier. Donc, ils produisent zéro information. Les gestionnaires d'actifs, est-ce qu'ils produisent de l'information? Tellement pas qu'ils proposent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des fonds qui correspondent à des profils de gestion, et puis ils disent aux clients potentiels, choisissez le profil de gestion qui vous convient. Mais en fait, en principe, ils sont quasi transparents, quoi. Donc, ils révèlent de l'information, plus qu'ils ne la produisent. Et puis, et en fait, le métier de gestionnaire d'actifs, c'est quoi? C'est d'anticiper quelle va être la demande du client pour des différents profils de risque-rendement et de choisir justement, de mettre sur le marché les types de fonds qui vont intéresser les clients. Mais c'est le client qui fait le choix. Et en fait, vous, ce que vous prenez, c'est que vous prenez une com. Et donc, votre modèle économique, ce n'est pas d'investir votre pognon.
Votre modèle économique, c'est de prendre une com sur le choix que fait le client. Et donc maintenant, vous comprenez que même dans les SPV, qui ont une gestion très active, genre les CLOs, en fait, ça marche comme ça aussi. C'est-à-dire que le client, il fait le choix de venir chez vous, et vous lui prenez une com. Ce n'est pas comme le banquier, où concrètement, le banquier, ce qu'il fait, c'est que vous mettez vos dépôts chez lui, et puis lui, il fait sa cuisine dans son coin, et il vous sert... en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il vous sert, mais... D'ailleurs, c'est un peu le problème quand on pense la banque en Europe, c'est que, enfin en France en particulier, c'est que la banque en France, c'est quoi le deal? C'est que vous êtes obligé d'avoir un compte en banque pour toucher votre salaire. Ou bien, comme l'un d'entre vous le racontait la dernière fois, vous êtes obligé d'avoir un compte en banque pour pouvoir avoir une carte d'étudiant, une chambre au Crous, etc. Donc, de fait, les banques en France, elles jouissent d'une situation de monopole exorbitant, qui est que vous êtes obligé d'avoir un compte en banque pour accéder à la vie sociale. C'est comme le social rating des Chinois, d'accord? Les banques. Aux États-Unis, à l'origine, les gens y allaient parce que les banques payaient un intérêt sur vos dépôts. Après, quand il y a eu la Q regulation, ça n'a plus été le cas, mais du coup, les banques, elles ont offert des money market mutual funds pour continuer à attirer les clients. Et donc, de fait, quand on dit les banques investissent leur pognon, c'est les banques investissent le pognon qu'on leur confie de manière indéterminée. C'est elles qui choisissent de l'orienter à partir de l'information qu'elles produisent. Alors qu'on voit bien qu'un asset manager, il va en fait simplement souligner des compartiments du marché et puis après, il prend des fees. Et ces fees ne sont pas fonction de ce que vous allez gagner. Elles ne sont pas fonction du rendement de son produit. Enfin, en général, ces fees, c'est une fonction de ce que vous mettez. Alors que le banquier, lui, il vous paye des fees fixes, en quelque sorte, même en France où il ne vous paye pas un intérêt. Le banquier, il vous rend un service qui est gratuit. Enfin, même si ce n'est pas toujours évident, le service qu'il vous rend, ça a quand même des coûts, d'accord, qu'il y ait une agence avec des gens dedans, une salle des coffres, dont vous ne vous servez pas parce que c'est payant, il faut payer en plus, enfin peu importe. En gros, il vous rend quand même des services gratuits minimaux que sont, il met un chéquier à votre disposition, c'est chauffé, donc si vous avez froid chez vous, vous pouvez venir dans l'agence, c'est des trucs vachement utiles, quoi. Et donc, de fait, le banquier, il choisit où il va mettre son fric, et c'est du rendement de ce fric qui tire son modèle économique. Alors que le gestionnaire de fonds, c'est vous qui choisissez où vous mettez votre fric, et il prend des fees, il prend une commission. Bon, l'agence de notation, on a déjà dit qu'elle produit l'information, certes, mais elle investit certainement pas son argent en fonction de l'information qu'elle a produite. Elle n'est pas dingue. D'ailleurs, mais c'est ça qui est complètement fou, en fait. Quand vous objectivez la description d'une agence de notation, c'est les mecs qui produisent de l'information financière et ils ne s'en servent pas. Et ils se font payer pour la produire. Il y a un loup, en fait. Si vraiment ils étaient sûrs de la qualité des gens qui distinguent, ils seraient entreprises d'investissement aussi. Bon, alors, ils n'ont pas le droit, d'accord, pour éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts. Mais c'est quand même curieux. Bon, et puis la question que je ne vous pose pas, mais que vous pose Léna, c'est et les plateformes de financement participatif par prêt là-dedans. Hein, qu'en est-il des plateformes de financement participatif par prêt, pardon. Alors d'abord, on va quand même juste regarder comment ça marche une plateforme de financement participatif par prêt, même si vous savez probablement comment ça marche. Mais l'idée de la plateforme, c'est qu'elle met en relation le prêteur et l'emprunteur, et en fait, donc elle les met en relation sur la base d'une description du projet de l'emprunteur qui séduit le prêteur et le prêteur décide de prêter. Et puis, en fait, la plateforme, elle a rédigé le contrat, le prêteur et l'emprunteur signent tous les deux le contrat, et la plateforme prend des frais de l'un, de l'autre ou des deux. Bon, et donc, de fait, on n'a pas si c'est comme ça, il est manifeste que elle ne produit pas d'information, puisqu'elle se contente de répercuter l'information que donne l'emprunteur, et elle n'investit pas son propre argent. Donc, de fait, ce n'est pas un intermédiaire financier. Enfin, ce n'est pas un intermédiaire financier au sens, ce n'est pas un producteur d'information, ce n'est pas quelqu'un qui résout le paradoxe de l'information, comme l'intermédiaire de l'élan Nepal. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, quand même un peu. Bon, alors, ce qu'a montré... alors là, je vais beaucoup citer
Olena. Et par exemple, ce que Olena montre, c'est que une grande partie des gens qui prêtent une partie des gens qui prêtent via les plateformes de financement participatif font confiance à l'information qui est produite par la plateforme, puisque la plateforme, l'un de ses boulots, c'est de noter les projets. Et comment est-ce qu'elle note les projets, la plateforme? Les emprunteurs potentiels, ils montrent un business plan, et puis la plateforme, elle a des analystes financiers ou un moteur d'intelligence artificielle, ou les deux, mon capitaine, qui donne une note. Voilà. Et donc d'une certaine manière, elle est productrice d'informations. Mais maintenant, être producteur d'informations, c'est une chose. La question, c'est est-ce qu'elles investissent leur propre argent? Et la réponse, c'est, ou du moins, est-ce que, comme les banques, elles sont payées d'après la rentabilité des projets? Dans le schéma qu'on vient de montrer, où elles prennent des fees, non, pas du tout. Ça, c'est le schéma gestion d'actifs, en fait. Donc, pour que les plateformes de financement participatif soient rémunérées à la qualité de l'information qu'elles produisent, en fait, il faudrait concrètement qu'elles payent un revenu fixe aux prêteurs, et puis qu'elles vivent du revenu variable que va leur verser l'emprunteur. Et donc, dans ce cas-là, ça deviendrait de vrais intermédiaires financiers. Pas juste des intermédiaires qui mettent en relation l'offre et la demande. Pas un service d'intermédiation. Mais ça deviendrait un intermédiaire financier dans la mesure où ce serait elle qui prendrait le risque de défaut, et ce serait elles qui, à côté du risque de défaut, feraient leur beurre de la qualité de l'information qu'elles ont produite. Alors, ce que me dit Olena, c'est qu'il y a des plateformes de financement qui fonctionnent sur ce mode-là, mais évidemment, ce n'est pas la majorité. Voilà. Alors, ça, c'est première chose. Deuxième chose, indépendamment de la production d'informations au départ, il y a ensuite la question de la surveillance. Et donc de l'idée que l'intermédiation financière, ce n'est pas seulement de la production d'informations sur la qualité du projet ou de l'emprunteur, mais c'est aussi de la délégation de surveillance à un tiers, en l'occurrence l'institution financière. Quoi n'en penser? Bon, alors, en fait, on va déterminer la surveillance à la fois comme la sélection des projets dans un contexte d'asymétrie d'information, mais aussi comme ce qu'on n'a pas réglé. Parce que là, on a dit, on avait vu, il y a de l'asymétrie d'information ex ante, mais après, il y a de l'asymétrie, de l'aléa moral, et puis de l'asymétrie d'information ex post. Donc, l'aléa moral, c'est quoi? C'est l'emprunteur qui a emprunté pour s'acheter une maison et puis qui, en fait, organise des rave-parties avec le pognon, si bien que s'il ne fait pas de bonnes affaires, il n'y a pas de maison à saisir. Donc ça, c'est de l'aléa moral. Et puis, il y a aussi l'emprunteur qui... enfin, ceci dit, là, normalement, l'emprunteur qui souscrit un emprunt pour réaliser un achat immobilier, il y a une clause qui est qu'il s'oblige à faire un achat immobilier. Donc concrètement, s'il fait autre chose, c'est plutôt ce qu'on va appeler de l'asymétrie ex post. Alors que l'aléa morale, ce serait, oui, certes, je fais un achat immobilier, mais je fous le feu à la maison, parce que j'organise des raves dans la maison. Et donc, j'ai plus de quoi rembourser parce que j'ai tout dépensé en ecstasy, et en plus, j'ai foutu le feu à la maison, et donc, il n'y a plus rien à récupérer pour la banque. Donc ça aussi, on comprend qu'il y a de l'aléa morale dans ce cas-là. Bon. Donc, la banque, enfin, dans le cas des banques, on voit que les banques, elles produisent de l'information ex ante, ok, mais la question, c'est est-ce que les intermédiaires financiers, ils ne sont pas aussi capables de limiter l'aléa morale et de limiter la symétrie d'information ex post, qui est la manière dont l'aléa morale va s'introduire. Bon, et là, en fait, le gars qui a théorisé le machin, c'est Diamond. Diamond, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il montre, c'est que l'intérêt des banques, c'est qu'elles sont capables d'exercer un contrôle non seulement ex ante, mais en plus pendant la durée du contrat de prêt, et donc elles sont capables de réduire la symétrie d'information ex post, et que, en fait, comme elles ont développé des techniques pour le faire, elles vont bénéficier d'économies d'échelle, que
que les investisseurs ne vont pas pouvoir eux-mêmes réaliser. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la technique, ils ont des fonds limités, et puis en plus, le truc qui est délirant, c'est que les investisseurs, ils sont, enfin, en général, ils ne sont pas tout seuls sur un projet. Et donc, il faut, enfin, soit ils surveillent tout seuls, soit ils confient la surveillance à quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, va se poser la question de savoir à qui d'autre ils vont confier la surveillance. Alors, la question, c'est, de manière ultime, ça va être, mais c'est quoi le coût de la délégation de la surveillance ? Voilà, donc le modèle de Diamond, c'est un modèle qui est très simple. C'est un modèle en fait où il y a N entreprises, et chaque entreprise emprunte 1, mais il faut M prêteurs pour financer cette unité qui est prêtée. Et puis en fait, chaque entreprise, elle va obtenir un cash flow aléatoire, et ce cash flow aléatoire va permettre ou non de... Enfin, ce cash flow aléatoire, c'est ce qui va permettre de... C'est ce qui va être payé aux prêteurs. D'accord ? Et donc l'idée, c'est que, ou plutôt, chaque entreprise, l'entreprise 1 réalise un cash flow Y1, l'entreprise 2 réalise un cash flow Y2, etc. Et c'est chacun de ces cash flows qui est payé à chacun des emprunteurs des entreprises, enfin non pas à chacun des emprunteurs des entreprises, mais l'entreprise 1, elle a un cash flow Y1 qui lui sert à indemniser ses M prêteurs. Voilà, ça y est. D'accord ? Et donc, la question, c'est ça sert à quoi la surveillance ? En fait, chaque prêteur va devoir payer un coût de surveillance pour s'assurer que l'entreprise a vraiment les moyens de le payer et qu'elle n'est pas en situation de faillite. D'accord ? Parce que sinon, l'emprunteur, il va dire j'ai pas les moyens de vous payer, je vous paierai l'année prochaine. Et là, cette année, c'est pas possible, donc je me mets en chapitre 11, je fais faillite, et puis voilà. Pour éviter ça, justement, le prêteur, il doit supporter des coûts de surveillance. Bon, résultat, comme il y a N entreprises et M prêteurs pour chaque entreprise, il y a NM prêteurs pour N entreprises, et si le coût de surveillance que chaque prêteur doit consentir, c'est K, le coût total de surveillance, c'est NMK. Et alors là, on est dans la finance directe. Et donc, l'idée de Diamond, ça va être de dire le sens de l'intermédiation, c'est qu'il y a un intermédiaire qui va surveiller pour tous les autres, il va faire des économies là-dessus. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au lieu que pour chaque entreprise, il y ait M personnes qui surveillent, il n'y a plus qu'un seul surveillant unique pour chaque entreprise, et donc le coût de gestion, le coût de surveillance, au lieu d'être NMK, il tombe à NK. Mais il y a le problème de savoir qui surveille celui qui surveille. Parce que, évidemment, le banquier, il peut avoir intérêt à aller voir les boîtes en leur disant bon, en fait, on va faire un deal, je sais que tu as du pognon, mais je ne vais pas le dire, aux prêteurs si tu me donnes tant. Et si tu me donnes une somme qui est telle que c'est plus intéressant, ça devient plus cher pour les actionnaires de payer la surveillance que le backchiche que je me fais payer comme banquier surveillant pour le compte des actionnaires. Bon, donc bienvenue au monde des truands. Mais après tout, si vous voulez, en gros, si chaque emprunteur doit maintenant surveiller la banque, c'est plus du tout intéressant. Et si chaque emprunteur doit surveiller en plus de surveiller la banque, doit surveiller les emprunteurs, pardon, si chaque prêteur doit surveiller la banque et doit surveiller les emprunteurs, on n'en sort plus. Donc, c'est pas parce qu'il y a un intermédiaire potentiel que ça va marcher. Ce qu'il faut, en fait, c'est que l'intermédiaire potentiel, donc celui à qui on va déléguer la surveillance, il soit suffisamment pas cher à surveiller. Et donc, comment En fait, le banquier, il va... bien sûr que potentiellement, il va récupérer du pognon sur le dos des emprunteurs. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va payer un taux d'intérêt fixe aux prêteurs. Et puis, tant qu'il est capable de payer ce taux d'intérêt fixe, les prêteurs vont être contents et ils ne vont pas emmerder l'intermédiaire. Puisque, en fait, sous certaines conditions, ça leur coûterait plus cher aux prêteurs
de devoir surveiller les emprunteurs que de passer par une surveillance déléguée. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que concrètement, c'est rentable pour le prêteur de déléguer la surveillance et c'est rentable pour le surveillant, qui est le banquier, de se faire déléguer la surveillance? Il y a une condition simple, qui est que, en gros, l'emprunteur, il va commencer à s'énerver, le prêteur, il va commencer à s'énerver s'il ne touche pas ce que le surveillant s'est obligé contractuellement à lui verser. Donc le taux d'intérêt sur les dépôts du prêteur. Donc à ce moment-là, si la banque ne verse pas à ses déposants un taux d'intérêt RD sur leur dépôt, le déposant, il va demander un audit de la banque pour savoir où l'argent est passé. Et cet audit, ça va coûter gamma ça va coûter gamma par unité monétaire investie. Bon, donc concrètement, qu'est-ce que c'est le coût de surveillance? Le coût de surveillance, ça va être le coût de l'audit, N gamma, multiplié par la probabilité de l'audit. Et la probabilité de l'audit, c'est quoi? C'est la probabilité qu'en fait, il n'y ait pas moyen de payer les intérêts au prêteur. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas moyen, la probabilité qu'il n'y ait pas moyen de payer au prêteur, c'est quoi? C'est l'ensemble des revenus. Alors, j'aurais dû mettre un tilde ici pour rappeler que YI, c'était une variable aléatoire. Enfin, c'est juste pour dire, parce que c'est quand même pas absolument passionnant. Je ne trouve plus le tilde. Si quelqu'un a vu mon tilde, merci de me le retrouver. Voilà, il est là. Bon, alors évidemment, rien ne va. Pardon. J'arrive plus à faire l'indice. Si, voilà. Excusez-moi. Ah. Bon, parfois le gestionnaire d'équation du Mac, il est bizarre. Hein. Excusez-moi. Voilà. Bon, c'était laborieux, pardon. Et je retourne à mes petites affaires. Donc le coût de gestion de la surveillance, c'est donc en fait, il est proportionnel à la probabilité que le banquier n'ait pas de quoi honorer ses engagements, c'est-à-dire pas de quoi à la fois payer les coûts de surveillance et servir l'intérêt. D'accord ? Bon, mais de fait, si ce coût de surveillance, si la somme de ce coût de surveillance plus du coût d'audit, qui est un coût espéré en quelque sorte, c'est inférieur au coût de... En gros, si le coût de la surveillance déléguée, y compris l'espérance du coût de l'audit, c'est inférieur au coût de la surveillance directe, concrètement, les prêteurs potentiels, ils vont être contents de confier leur argent à quelqu'un qui va leur payer un intérêt et va surveiller les emprunteurs pour eux. D'autant plus que quoi? Quand on y pense, en fait, donc, le problème, ce qui fait que la banque, il pourrait y avoir un audit qui serait déclenché contre la banque. Qu'est-ce que c'est? C'est le cas donc où la somme des cash flows qui sont payés par les emprunteurs n'est pas suffisante pour couvrir les coûts de monitoring direct, les coûts de surveillance directe. Bon, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que, en gros, la probabilité que cet événement se réalise, ça va être une fonction de la variabilité des revenus. D'accord ? Pourquoi ça va être une fonction de la variabilité des revenus ? Parce que plus vos revenus, plus il y a de variance, plus il y a une probabilité que vous soyez loin de la moyenne. Bon, ce n'est pas une définition très claire, mais si Bien-Aimé Tchebychev vous rappelle quelque chose, c'est ce que dit Bien-Aimé Tchebychev, en gros. Sans aucune exigence sur les variables aléatoires concernées, sauf qu'il faut qu'elles soient finies, donc, ou de variance finie. Donc, c'est quand même pas le bout du monde. Bon, donc l'idée, c'est que du moment que la variance du portefeuille du banquier n'est pas trop grande, ça devrait le faire. Ce qui pourrait poser problème, c'est pas les coûts d'inspection en soi, parce que ça, on voit bien que c'est là que le banquier a un avantage par rapport aux gens qui sont dispersés. Là où il pourrait y avoir un problème, c'est sur ce coût supplémentaire
qui serait liée donc à la probabilité de défaut. Et la probabilité de défaut, elle va dépendre de la variabilité du portefeuille. Et la variabilité du portefeuille, c'est la variance, en gros, c'est la variance de ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que la variance d'une somme de variables aléatoires, c'est la somme des variances plus la somme des covariances. Et donc, tant qu'il n'y a pas de covariance, ça se passe à peu près bien. Et donc, la règle, c'est qu'il faut que le portefeuille de prêt soit diversifié. Alors ça, c'est vachement important, en fait, comme conclusion. Parce que si votre portefeuille de prêt n'est pas diversifié, eh ben, d'abord, c'est pas bon parce que vous risquez de faire faillite, et puis c'est pas bon parce que vous risquez de tomber dans des zones où vous faites pas votre mandat d'intermédiation. Bon, comme quoi, le cœur du métier de banquier, c'est quand même... ce modèle a ceci d'intéressant qu'il explique en partie que le cœur du métier de banquier, c'est d'avoir un portefeuille diversifié parce que sinon on a trop de risques, eu égard à la contrainte qu'il y a dans cette vision de la banque. Bien. Alors maintenant, est-ce que ce modèle décrit le monde réel ? Le problème de ce modèle, c'est que concrètement, s'il y avait une banque qui savait gérer correctement la surveillance, ou même s'il y avait une banque qui savait gérer mieux la surveillance que les autres, manifestement, elle aurait des rendements croissants. Et donc un monopole naturel. Et donc, elle éliminerait la concurrence. Ou alors, une autre manière de le dire, c'est que on ne voit pas bien pourquoi il y a des banques de tailles différentes, et avec des modèles économiques différents. Puisque ce qui est important, c'est il y a peut-être un coût, il y a certainement un coût de surveillance. Donc, il y a des technologies de surveillance, et donc il y a des banques qui peuvent être efficaces sur la surveillance. Puis après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a des banques qui sont efficaces sur la diversification du portefeuille, qui réduit donc le risque de défaut, qui réduit donc le coût additionnel. Bon, une banque est efficace sur les deux. On voit que sur la première partie, il n'y a pas d'économie d'échelle. Mais sur la deuxième partie, il y a des économies d'échelle. Donc pourquoi est-ce qu'une banque, est-ce qu'une seule banque ne devient pas monopoliste ? En laissant d'ailleurs dehors tous les mauvais risques et tous les risques corrélés, ce qui pose problème, par ailleurs. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il y a des banques de tailles différentes et avec des modèles économiques différents ? D'accord. Alors en France, on ne le voit pas trop parce qu'en France, on n'a que des banques universelles. Mais vous passez le Rhin, il y a quand même des Landesbank qui sont... Il y a des Sparkassen, il y a des banques coopératives, enfin il y a tout un tas de modèles économiques. Et puis il y a des banques universelles. Mais il n'y a pas que des banques universelles en Allemagne. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des modèles économiques différents ? Parce que les modèles économiques différents, ça ne fait pas plus ou moins de diversification. Hein. Et d'ailleurs, si ça en faisait moins, ça devrait faire que la banque n'existe pas. Pourquoi est-ce que des personnes, alors c'est en général des personnes morales, mais donc des entreprises de bonne taille ont plusieurs banquiers ? C'est quoi la rationalité ? Pourquoi il y a plusieurs banquiers qui les contrôlent ? Parce que ça multiplie les coûts de contrôle. Et donc, en toute logique, personne n'a intérêt à multiplier les coûts de contrôle. Bon, et puis enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un marché du capital prêtable, un marché des fonds prêtables, alors même qu'on a des intermédiaires qui produisent des services d'intermédiation, et en particulier de la surveillance, et qui sont rentables dans la production de surveillance. C'est quand même un peu un problème. Ce modèle, donc, il explique un truc, mais si c'est vrai, alors il ne devrait pas y avoir de marché financier. Sauf peut-être pour les risques qui ne sont pas bien diversifiés. Et donc qui n'ont pas de place dans les risques qui sont corrélés avec les autres. Tous ceux qui ont dans les risques qui ont une covariance positive avec le reste du portefeuille, ceux-là, ils vont se retrouver sur les marchés financiers, si on veut. Pardon. Avec ceci comme problème que, donc, les acteurs de marché ne savent pas forcément les estimer. Mais ce n'est pas tellement plus satisfaisant, parce que l'idée de se dire qu'il n'y a que des mauvais risques sur les marchés financiers ou que des risques corrélés, on ne peut pas dire que tout le monde est le même bêta sur les marchés financiers. Bon, et donc, ce n'est pas si corrélé que ça. Enfin, ok, la corrélation n'est pas nulle, mais ce n'est pas très clair. Et alors, tiens, au fait, puisque les banques sont des... Alors, dans une certaine... même si le modèle n'est pas satisfaisant parce qu'il pose autant de questions
enfin, il pose plus de questions qu'il n'en résout, au moins il donne un modèle pour penser l'activité d'intermédiation. Et à cet égard, on peut se demander si les plateformes de financement participatif, tiens, je parle français, jouent ce rôle de surveillance déléguée. Alors là, en fait, je ne sais pas très bien. Donc, je vous ai copié-collé la réponse de Léna. D'accord ? Qu'est-ce que dit Olena ? Olena dit, en matière de surveillance déléguée, donc c'est ce qui est en jaune. Ok, les banques, donc, elles font de la surveillance déléguée via le contrat de dépôt. Et d'un autre côté, il y a des règles il y a des textes sur les capitaux réglementaires qui assurent que la banque a suffisamment de capital pour encaisser des pertes, et que d'ailleurs, c'est à la fois ces capitaux réglementaires et puis éventuellement ces pertes signalent la fiabilité des informations qu'elles produisent. De manière paradoxale. Concrètement, normalement, c'est les capitaux propres qui signalent la fiabilité de l'information qu'elles produisent. Ce que j'entends, si la banque produit de l'information de qualité, ça veut dire qu'elle va gagner de l'argent, donc elle attire des capitaux propres. D'accord, mais on peut dire comme une boutade que si elle se plante, elle va bouffer des capitaux propres, et donc la disparition des capitaux propres est aussi le signe du fait qu'elle a produit de l'information qui n'était pas de l'information de qualité. Fin de la blague. Bon, alors maintenant, si on regarde du côté des plateformes de financement participatif, le truc, c'est que enfin, ça paraît curieux. Si vous voulez, le problème de la délégation de surveillance, concrètement, si les plateformes ne fournissent pas d'informations, alors ou fournissent une information qui est réputée pas fiable, enfin, qui n'est pas satisfaisante, normalement, les prêteurs sur les plateformes, ils devraient surveiller à la fois les plateformes et les emprunteurs. Or, apparemment, bon, les plateformes ne font pas l'objet de surveillance de la part des prêteurs. Toutefois, ce qui se passe, c'est que les plateformes, on l'a vu, elles communiquent de l'information sur la qualité des projets, mais elles n'investissent pas leurs fonds propres. Elles n'ont pas de skin in the game. Comme on a vu, skin in the game, ça veut dire que vous misez votre propre argent. Vous vous souvenez que c'est obligatoire dans les opérations de titrisation aux États-Unis depuis 2010. Enfin, la loi a été votée en 2010, mais c'est obligatoire depuis 2016. Si c'est le cas, c'est-à-dire si elles fournissent de l'information mais qu'elles n'investissent pas, évidemment, il y aura un problème d'aléa moral, exactement comme avec les agences de notation. Donc, de fait, les plateformes devraient signaler la qualité de l'information qu'elles produisent en investissant leur argent. Seulement, elles n'en ont pas toujours. Alors, ce qui se passe, c'est que apparemment, les plateformes sont assez concernées par cette question, pas tellement en France, parce que de toute façon, en France, les plateformes n'ont pas tellement une taille critique. Et en France, le moteur du financement participatif, il est plutôt affinitaire. C'est-à-dire que les gens vont plutôt vers le financement participatif parce qu'ils trouvent que les projets sont séduisants, pas tellement pour des raisons rationnelles. Enfin, j'entends, c'est des raisons rationnelles de trouver qu'un truc est séduisant, mais pas tellement pour des raisons financières. Les gens n'investissent pas tellement en France dans le financement participatif pour gagner du pognon. Alors que dans les pays anglophones, si. Et donc, de fait, les plateformes réfléchissent à leur crédibilité. Et un des aspects des choses, c'est que il y a des plateformes qui hésitent soit à avoir des fonds propres pour investir dans les projets, afin de montrer qu'elles ont du skin in the game, soit à, par exemple, constituer un fonds de provision qui serait un amortisseur parce qu'il prendrait une partie des pertes. Alors, ce qui serait, après tout, du skin in the game. D'accord ? En gros, les plateformes réfléchissent à des manières de se donner de mettre du skin in the game pour pouvoir être plus crédibles vis-à-vis des investisseurs. Bon, alors, donc, la question de est-ce que les plateformes agissent comme selon une surveillance déléguée. Excusez-moi, monsieur. Oui. Pourquoi on ne créerait pas des sortes de labels
pour ces plateformes qui diraient par exemple que telle plateforme, au vu de ce qu'elle a fait dans le passé, elle est plus crédible qu'une autre? Parce que deux questions. Le problème, c'est qu'est-ce qui va les rendre crédibles, ces labels? La personne qui les émet, l'institution? Mais on est dans le paradoxe de l'agence de notation. C'est-à-dire qu'elle va être payée par les plateformes pour donner un avis. Sinon, elle n'a pas de modèle économique, parce que les gens qui veulent prêter aux plateformes, ils ne paieront pas pour avoir l'info qui est fournie par un label Adventis. Et puis, deuxième question, c'est une fois que le label s'est prononcé, une fois qu'on a donné le label à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quand le label est retiré ensuite? Donc, il y a un petit problème. Non, mais c'est une histoire très sérieuse, cette affaire, parce que concrètement, le modèle, avoir un modèle économique autour de la production d'informations, ça ne va pas de soi. Et donc, là où l'article de Leland Pyle est intéressant, c'est qu'il montre qu'on n'arrive pas à avoir un modèle économique en produisant de l'information. Et donc, si vous voulez vivre de production d'information, il faut investir votre pognon. Voilà. Alors, ce que vendent les plateformes, c'est qu'elles sont capables de faire l'analyse mieux que nous, en particulier parce qu'elles ont des moteurs d'intelligence artificielle qui savent. C'est-à-dire qu'elles aussi, rapidement, elles se constituent des bases de crédits passés, et puis elles voient ce qui caractérise les emprunteurs qui font défaut. Et comme ces plateformes, elles sont un peu plus dynamiques que les grandes banques, ce qu'elles vendent, c'est la qualité de leur intelligence artificielle, qui serait plus réactive. Alors pour le coup, moi j'ai une amie data scientist qui est, un co-auteur de data scientist qui a été bossé auprès justement d'une plateforme qui fait du financement participatif par prêt, mais à destination de projets à impact social en Amérique latine. Et c'était assez marrant parce que, en gros, leur truc, c'est renouveler le microcrédit parce qu'on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de trouver des produits qui sont rentables et socialement utiles. Et alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, le truc, quand ça s'est monté, ça marchait du feu de Dieu parce que à la fois, on offre de l'argent à ceux qui en ont besoin et qui vont le rembourser, et on offre des taux de rendement vachement élevés parce que c'est les taux du microcrédit, qui sont des taux usuraires. Donc, de fait, les agences, les plateformes, elles ont un truc à vendre en termes d'avantages informationnels, mais il faut qu'elles le crédibilisent. Bon, alors on a dit, une autre manière de crédibiliser le truc, ce serait en fait que l'agence de notation, pardon, pas l'agence de notation, mais la plateforme, elle organise un marché secondaire des créances qu'elle a suscité. D'accord ? C'est-à-dire qu'une autre manière pour la plateforme de devenir crédible, c'est OK, je mets en relation les prêteurs et les emprunteurs, mais je continue à produire de l'information tout au long de la durée de vie de la relation de crédit, de sorte qu'il y a moyen et j'organise un marché secondaire sur lequel on peut revendre et acheter les créances déjà émises. Donc ça, ce serait une manière aussi de rendre crédible l'information qu'on produit, ne serait-ce que parce que, et en plus, ça permettrait aux clients de sortir. Bien, donc ça, alors c'est un truc qui excite beaucoup Olena, avec l'idée que, en fait, les plateformes ne sont pas seulement à voir comme des intermédiaires financiers, mais comme des marchés de dette. Alors, si les plateformes sont à voir comme des marchés de dette, concrètement, c'est quoi l'alternative entre intermédiation financière et marché de dette? Et là aussi, il y a de la littérature là-dessus. Donc, la question de pourquoi est-ce que les marchés de dette existent, ça n'a pas de soi, puisque si on s'est intéressé à la question de l'intermédiation, c'était justement pour dire qu'il y avait besoin d'intermédiaires. Donc, et pourquoi est-ce qu'il y aurait des cas où on ne veut plus avoir d'intermédiaires? Et donc, il y a encore une réponse de Diamond qui consiste à dire, en fait, les emprunteurs, ils ont simplement besoin de faire connaître leur fiabilité,
Donc, la première fois qu'ils veulent emprunter, ils vont voir une banque. Et puis, une fois qu'ils ont emprunté auprès de la banque, tout le marché sait que la banque a accepté de leur prêter. Et donc, ils vont pouvoir émettre de la dette en direct sur le marché sans payer la marge d'intermédiation à la banque. Donc, ça, on voit ce qu'il y a de simple et d'évident là-dedans. Le problème, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est pourquoi il y a des entreprises qui ont plusieurs banques. En gros, quelle répartition les boîtes vont faire entre ce qu'elles empruntent à la banque et ce qu'elles empruntent au marché. Et, pardon, il n'y a rien dans le modèle qui permet de fixer le niveau d'endettement par un moyen ou par l'autre. Bon. En revanche, il y a une extension du modèle de Diamond, qui est le modèle de Bolton et Fressas, qui est l'idée que puisque les entreprises vont sur le marché financier pour payer moins, c'est que le crédit bancaire, c'est plus cher. Et donc, si le crédit bancaire est plus cher, c'est que quelque part, il doit avoir un avantage. Et en fait, l'avantage qu'il a, c'est que c'est en matière de négociation, et de négociation quand les choses vont mal. Et l'exemple type de la manière dont le crédit bancaire il permet une renégociation, c'est l'histoire de l'Argentine. Je ne sais pas si vous vous souvenez parce que vous deviez être tout petit, mais quand l'Argentine a fait défaut, c'était il y a 10 ans, sur sa dette non, c'était pas il y a 10 ans. C'était il y a plus que ça, la crise argentine, mais ça va faire 20 ans, c'est ça. Mais non, mais en fait, les dettes argentines qui avaient perdu une grande partie de leur valeur, justement à cause du défaut de l'Argentine, et donc de la perspective très lointaine que l'Argentine rembourse, l'Argentine jouissait d'une situation où, comme les prêteurs étaient éparpillés, ils n'arrivaient pas à trouver une unité d'action. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et donc, il y a un fonds américain qui a racheté la dette. Et puis, une fois qu'il a eu racheté suffisamment de dettes, ça devenait rentable pour lui de faire une action en justice devant un tribunal américain. Parce que la dette avait été émise dans le droit de l'État de New York. Et donc, le fonds, c'était évidemment un fonds de l'État de New York qui savait comment faire pour récupérer le pognon. Et donc là, typiquement, on voit le cas où la dette émise sur un marché financier, elle est meilleur marché que la dette émise auprès d'une banque. Elle est peu contraignante tant que les prêteurs ne sont pas organisés, parce qu'ils ne savent pas se coordonner. Mais à partir du moment où le coût de coordination a été payé, là, le marché financier, il est sanglant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cas de l'Argentine, l'emprunteur, ce qu'il a obtenu, c'est la saisie des avoirs argentins à l'étranger. Donc, concrètement, je prends les ambassades argentines à l'étranger et elles m'appartiennent, et puis je les revends. Donc là, les Argentins, ils ont bien été obligés de négocier sur ce truc-là. Alors évidemment, ça s'est fait à l'Argentine, c'est-à-dire avec des manifestations à Buenos Aires et des déclarations que jamais on paiera au vautour Yankees, etc. Mais au bout du compte, ils ont été forcés parce qu'ils avaient signé un contrat léonin. Alors que s'ils avaient signé un contrat avec une banque, pourquoi est-ce qu'on a un pouvoir de négociation avec la banque ? Si on est un suffisamment gros emprunteur. Enfin, même si on est un petit emprunteur, mais la banque, elle vous connaît. Elle vous connaît suffisamment pour savoir qu'à un moment donné, si vous allez faire défaut, elle ne va plus rien récupérer du tout. Et donc, elle peut avoir intérêt à négocier, non pas parce qu'elle est gentille, mais simplement parce qu'elle veut maximiser sa probabilité de récupérer sa créance. Alors que les prêteurs sur un marché financier, ils n'ont pas produit d'informations, ils ne savent pas se coordonner, donc ils ne peuvent pas faire ça. C'est aussi pour ça qu'ils ne peuvent pas renégocier. Donc l'idée du modèle de Bolton et Fressas, c'est de dire ça. C'est de dire que le marché financier, c'est bien parce que c'est moins cher, mais c'est pas bien parce que comme les prêteurs sont éparpillés, ils ne peuvent pas renégocier. Et comme ils ne peuvent pas renégocier, ils vous serrent. Voilà. Alors, un autre modèle qui est utile pour comprendre la différence entre crédit bancaire et financement obligataire, c'est quoi ? C'est en fait que l'un des problèmes justement du crédit bancaire, c'est que puisque le crédit bancaire est renégociable, une entreprise qui se contente uniquement d'emprunter auprès des banques, c'est une entreprise qui est en situation de
enfin, qui ne communique d'informations qu'aux banques, donc il y a d'informations que privées, et pour les banques, ça devrait être un mauvais signal. Et donc la thèse de Detragiake, c'est qu'en fait, ça a du sens pour une entreprise d'aller sur les marchés financiers pour y émettre de la dette, un peu comme un engagement, alors qu'une dette bancaire est moins un engagement puisqu'une dette bancaire se renégocie. Et donc, pour les actionnaires, d'émettre de la dette en parallèle avec du crédit bancaire, c'est le signalement du fait qu'on va continuer à payer, enfin, on va continuer à extraire suffisamment de profit pour pouvoir payer les intérêts. Alors que dans le cas où on a un crédit purement bancaire, ce n'est pas le cas. Donc les actionnaires peuvent exiger, paradoxalement, les actionnaires peuvent exiger qu'il y ait de la dette obligataire qui soit signée plutôt que du crédit bancaire, parce que c'est une manière de leur signaler, pour eux, de signaler le fait que la boîte va garder un modèle économique rentable. En particulier, se prémunir contre le risque de capture des actifs par la direction, enfin par les managers. Parce que tout le problème des actionnaires, c'est les managers qui empruntent, et puis avec l'argent qui a été emprunté, bah, ils font autre chose qu'investir dans la boîte. Alors que, c'est bizarre parce qu'on se dit, bah, normalement, la banque, elle est capable de fournir des services de surveillance. Et donc, pourquoi est-ce qu'on irait vers le marché financier alors que c'est la banque qui est capable de fournir des services de surveillance? Parce que de fait, vis-à-vis du marché financier, vous avez un engagement qui est un engagement qui n'est pas juste un contrat moral, qui est un engagement pénal. C'est-à-dire que si avec le marché financier, vous ne remboursez pas, c'est une faillite frauduleuse et vous allez en prison. Bon, donc de fait, la banque produit du service de surveillance, mais ce service de surveillance, il est manipulable. Et donc, pour pas qu'il soit manipulable, ça a du sens d'avoir une partie de la dette qui est contractée auprès de la banque, parce que la banque, elle a produit une information initiale qui est qu'elle a montré par l'analyse financière des projets que le projet a matière à être rentable. Et puis, elle montre, par le fait qu'elle perçoit des remboursements réguliers, enfin, surtout par le fait que l'entreprise a un compte chez elle, elle voit l'activité de l'entreprise, mais en même temps, la dette bancaire, dans la mesure où la banque n'a pas des moyens indéfinis pour contraindre ses débiteurs, l'émission d'une dette obligataire, c'est un signal qu'on s'engage à fournir des flux d'intérêts, donc à fournir des cash flows. Bien. Alors quoi? Bah alors, au bout du compte, on va quand même se demander si les banques, oui ou non, elles sont capables de fournir un signal positif et donc de produire autre chose que... Enfin, en gros, qu'est-ce que ça fournit enfin, qu'est-ce que l'octroi d'un crédit bancaire? Est-ce que l'octroi d'un crédit bancaire, c'est plutôt un signal brouillé qui montre que l'entreprise va pouvoir être manipulée, ou est-ce que c'est plutôt un signal que la banque fait confiance et donc que le modèle économique de l'entreprise est sain? En fait, il y a eu pas mal d'auteurs qui ont fait des études d'événements, des event studies, pour regarder le rendement des actions après l'annonce justement d'octroi ou de renouvellement de crédit bancaire, pour voir quelle était la réaction du marché, pour voir donc si le marché accordait donc le marché des actions cette fois-ci, d'accord, on regarde le cours des actions après l'annonce qu'une banque a accordé un crédit important à une entreprise. On va voir si le marché réagit positivement ou négativement. C'est-à-dire si le marché pense que c'est un bon signe parce que les banques sont capables de fournir une surveillance de qualité, ou si c'est un mauvais signe parce que les entreprises vont réussir à manipuler les banques. Et ce qui arrive, c'est qu'en fait, manifestement, les marchés réagissent positivement à l'octroi de financement bancaire. Hein, donc, il y a eu un papier de Lemeur de 89 qui montre que quand il y a un renouvellement, bon, ok, le premier crédit, mais quand il y a un renouvellement du crédit, le marché réagit bien. Ça veut dire que les actions de la boîte si une banque renouvelle un crédit important qui avait été fait à un emprunteur,
le marché va considérer que du coup, l'analyse financière de la boîte la banque a produit une analyse financière qui montre que la boîte est viable, et donc le marché va réagir positivement. De la même façon, dans le cas où on a des petits emprunteurs, des emprunteurs qui sont petits, et donc qui ne font pas l'objet d'une notation par une agence de notation, ou des emprunteurs qui sont en situation de financial distress, c'est-à-dire qui sont dans une situation mauvaise, le fait qu'une banque renouvelle une ligne de crédit, c'est un bon signe qui est interprété favorablement par les marchés, comme le montrent ces 2 articles, parce que justement, on se dit que si la banque a fait ça, c'est sur la base d'une analyse rationnelle de la situation, et pas juste parce que elle a déjà des billes et qu'elle prolonge une lifeline, elle prolonge elle essaie de prolonger la vie de l'entreprise pour récupérer ses billes. Alors ceci dit, ce genre d'études, ça vaudrait le coup de le refaire aujourd'hui, dans un monde où les banques centrales prêtent à tire-larigot, parce que aujourd'hui, il y a quand même un risque important de zombification des entreprises, en tout cas de conservation des entreprises zombies, dans la mesure où, comme les banques peuvent récupérer de la facilité de financement à 0% de la part de la Banque centrale, c'est intéressant de prolonger la vie des entreprises auxquelles on a déjà prêté, non pas parce qu'on pense qu'elles vont gagner de l'argent et rembourser le dernier prêt qu'on leur fait, mais parce qu'on pense que le dernier prêt qu'on leur fait, qui a en fait été avancé par la Banque centrale, c'est un moyen de solvabiliser les prêts précédents. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ce signal qu'envoyait le crédit bancaire il y a 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas certain qu'aujourd'hui, ce soit fondé de penser que le crédit bancaire envoie un signal positif. Donc si ça vous dit de faire des thèses sur le sujet, je pense que la thématique des entreprises zombies, ça va être mûr dans pas très longtemps. Même des mémoires de M2. Voilà. Politique monétaire expansionniste des banques centrales et entreprises zombies. Où en est le canal du crédit? Dans le canal. Bon, voilà. En revanche, oui, ce que notait Billette il y a moins longtemps, il y a seulement 25 ans, c'était qu'en fait, la réaction du marché était d'autant plus forte. La réaction du marché à l'octroi d'un crédit par une banque était d'autant plus forte que la notation de la banque était forte. C'est-à-dire quand vous avez une banque triple C qui vous octroie un crédit, ça n'a pas le même sens quand c'est une banque triple A. Évidemment, d'accord. Quand c'est BCCI, donc la banque islamique installée au Pakistan avec des fonds bengalis déposés au Caïman, c'est pas tout à fait la même chose que quand c'est quoi les banques fiables au fait? Les banques je ne sais même pas s'il y a une banque triple A encore maintenant. Enfin bon, on va dire que les banques américaines sont un peu plus fiables que les banques pakistanaises. Et puis un dernier cas, évidemment, c'est s'il y a un petit nombre de créanciers. Alors, parce que obtenir un crédit syndiqué d'un grand pool bancaire, ce n'est pas la même chose que d'obtenir un crédit syndiqué de la part d'une seule banque. En particulier si vous êtes une entreprise moyenne et que la banque est une grosse banque, parce qu'elle a plus de pouvoir de renégociation. Même si vous les renégociez, vous êtes face à face. Donc, manifestement, il y a de la littérature ancienne qui indiquait que, en prenant une décision de crédit positive, les banques étaient capables d'ajouter de la valeur de marché, d'ajouter de la valeur aux entreprises en faisant augmenter les cours de leurs actions. Voilà. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est du financement participatif? Excusez-moi, alors, il y a une réponse qui pourrait être une réponse ex-ante, qui consisterait à dire, si on regarde comment font les Français, première question, il y a des gens, est-ce que parmi vous, il y a des investisseurs en financement participatif? Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà investi sur des plateformes de financement participatif par prêt ou par don? Enfin, par don, d'accord. En 2 mots. Oui. Oui. Et alors, c'était prêt ou don? C'était un don. D'accord, oui. Donc, c'était un don avec une contrepartie ou un don sans contrepartie?
C'était avec contrepartie. Et c'est indiscret de vous demander ce que c'était? Non, non, c'était un rappeur qui voulait enregistrer son album et après on recevait une copie de l'album si on avait participé au financement. Et c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà avant? Enfin, que vous connaissiez parce que pour la musique ou que vous connaissiez personnellement? Non, pour la musique. D'accord. Oui, donc c'est quelqu'un qui a voulu se passer de maison de disques et qui a voulu faire des économies. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt que de faire un contrat avec une maison de disques, il a fait un contrat avec ses fans. C'est ça. D'accord. Donc ça, alors, ok, ouais, enfin, c'est pas tout à fait du financement participatif. Oui, bon, c'est du financement participatif, pardon, mais en fait, c'est de la vente, c'est de la vente en l'état futur d'achèvement, quoi. C'est-à-dire que vous souscrivez un contrat où vous achetez le produit à l'avance. Vous payez le produit avant qu'il soit fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le domaine des industries culturelles. C'est quand même typique de la France, ça. Bon, et en revanche, chez nous, personne qui investisse dans des trucs pour des raisons purement rationnelles de gagner du pognon. Enfin, pas purement rationnelles, mais purement financières, pardon, de gagner du pognon. Parce que justement, moi, ce dont j'ai le sentiment, c'est qu'en France, la plupart des projets de financement participatif, c'est des projets de ce type-là. Quand c'est pas restaurer une vieille église ou aider des tribus lointaines de Sibérie orientale, c'est de la musique, c'est je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours des projets où on n'attend pas un rendement financier, mais on attend un rendement symbolique. Donc, on aide un restaurateur à retaper une vieille baraque et comme ça, on ira bouffer chez lui, ou on aide un artiste qui a plus envie de passer par les maisons de disques. Enfin bref, donc en fait, on aide à produire des modèles économiques différents. Mais on n'attend pas un rendement financier. Donc, dans ces conditions-là, la question de savoir si la plateforme de financement participatif elle signale ou elle fait de la surveillance déléguée, ça n'a aucun sens, puisque ce n'est pas le rôle. Les gens n'investissent pas pour gagner de l'argent, donc ce n'est pas ça qu'ils attendent. En tout cas, pas en France. Alors, en revanche, Olena, elle a bossé sur toute autre chose. C'est-à-dire qu'elle a bossé sur des plateformes de financement participatif, en particulier aux États-Unis. Et son avis, en gros, c'est que l'extension du financement participatif aux États-Unis et en Angleterre, c'est quand même essentiellement dû au fait que les plateformes seraient capables de prendre le rôle, enfin, seraient capables de remplacer les banques. Donc, en particulier, elle s'est intéressée au financement participatif aux États-Unis après la crise de 2008, pardon. Et ce qu'elle a montré, alors donc elle n'était pas toute seule, c'est un gros papier qu'elle a fait qui est sur SSRN. Ce qu'elles ont montré avec Marianne et Carlotta, c'est que le financement participatif progresse beaucoup plus dans les comtés, puisque c'est la division administrative la plus petite aux États-Unis, dans les comptes, en matière de statistiques bancaires et de crédit. Donc ça progresse beaucoup plus dans les comtés où les banques ferment leurs agences. Puisque après la crise financière, les banques ont eu des problèmes de modèle économique. Comme typiquement aux États-Unis, vous perdez du pognon, vous faites des économies sur les coûts fixes, et donc vous fermez des agences. Vous fermez les agences qui ne sont pas rentables. Les agences qui ne sont pas rentables, c'est dans les zones où soit vous êtes en position concurrentielle pas bonne, soit il n'y a pas assez de monde. Et donc, en fait, ce qu'elle démontre, c'est que le financement participatif progresse plus là où les banques ferment plus. Donc, il y a manifestement une substitution. Mais il pourrait y avoir tout un tas de biais. D'accord ? Il pourrait y avoir tout un tas de biais parce que, en fait, cette substitution, ça pourrait être le résultat, ça pourrait être une apparence de substitution, mais en fait, c'est d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre. Or, l'intérêt du papier d'Olena et Marianne et Carlotta et Talal, c'est qu'ils montrent en fait que concrètement, il n'y a pas d'effet de mode, par exemple. C'est-à-dire que le développement ne se fait pas dans les zones, dans les régions où il y a par exemple plus de sociétés de tech ou plus de brevets de tech ou plus de techos par habitant ou je ne sais pas quoi. C'est pas dû à la nature de la population, c'est vraiment dû au fait que les agences bancaires ferment. Et donc que du coup, à partir de ça, elle a eu l'idée que les plateformes étaient des substituts des banques. Et donc on pouvait vraiment se poser la question de savoir si les plateformes n'étaient pas en train de se mettre à jouer le rôle des banques.
Alors, en fait, en reprenant les transparents, là, je n'ai pas retrouvé le papier de Souchot. J'espère que je vais le retrouver pour vous donner la référence, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez qui est Antoine Souchot. Antoine Souchot, c'est un homme jeune, ce n'est pas tout à fait un jeune homme, qui a fait une thèse au Labex Réfi, justement sur le financement participatif en France. Et alors, comme il a été l'un des premiers à travailler sur le sujet en France, et comme c'est un mec qui est quand même très malin, il a été très médiatique en 2017-2018 quand on parlait de ça en France. Et alors, je me souviens, parce que j'étais rapporteur de sa thèse, qui racontait en particulier qu'en fait, dans un premier temps, on a essayé de développer du financement participatif particulier à particulier, et puis en fait, ça ne marche pas très bien, et que les banques se sont mises sur le truc, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont pris des participations dans les plateformes, et que concrètement, elles utilisent les plateformes non pas pour... elles utilisent les plateformes pour que des particuliers viennent abonder des projets qu'elles financent elles-mêmes. C'est-à-dire pour faire en fait, alors sans dire aux particuliers qu'elles financent, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que alors qu'on a vu, il y a une interaction entre banques et marchés financiers, c'est-à-dire que ceux qui ont besoin de gros financements, ils vont faire signaler que les banques prêtent pour ensuite aller émettre sur les marchés financiers, et ceux qui ont besoin de petits financements, ils vont voir la banque, et la banque ne veut pas prendre tout le risque, et donc elle met sur une plateforme de financement participatif. Et elle ne prête qu'en gros, si la plateforme de financement participatif fournit l'amorçage, c'est-à-dire fournit l'apport personnel. Voilà. Et donc ça, Souchot a un article là-dessus, mais je me souviens, j'arrive pas à le retrouver. Donc on pourrait dire que en fait, il y a des éléments qui ont l'air de dire que les plateformes sont en train de se substituer aux banques. Il y a des éléments qui semblent montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en fait, un autre papier de l'ENA montre alors là, attendez, je vais fermer, excusez-moi. Et donc, il y a un autre papier qu'elle a écrit avec Marianne, où elle a essayé justement de montrer dans quelle mesure les plateformes, bon, c'est à la fois ça et puis le gros papier qu'elle a fait pour l'OCDE, qui montre, enfin, elle a fait des trucs sur la surveillance déléguée par les plateformes de financement, et elle a montré qu'il y avait des plateformes de financement qui pouvaient exercer une surveillance déléguée, et en particulier avoir du skin in the game si elles avaient un fonds qui leur permettait de prendre à leur compte une partie des pertes. Bon, que ça, c'était un modèle économique qui était viable, mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est dans quelle mesure on a un concept et dans quelle mesure ce concept se traduit effectivement dans les faits. Je dois dire que ces histoires de financement participatif, je marche un peu sur des œufs. En tout cas, alors la réponse de l'ENA, c'est même si toutes les plateformes de financement participatif ne fournissent pas des services de surveillance délégués qui sont rendus crédibles par le fait qu'elles ont skin in the game et donc un fonds des fonds propres qui peuvent être entamés quand un emprunteur fait défaut, même si toutes les plateformes de financement participatif ne payent pas les investisseurs avec un taux d'intérêt fixe en prenant à leur compte le risque de défaut, le modèle existe. Voilà. Quel est le pourcentage des plateformes qui fonctionnent avec ce modèle, avec le modèle dépôt, en quelque sorte, d'accord, où la plateforme paye un revenu fixe aux investisseurs et puis elle prend le risque à son compte, y compris le risque de perte? Je crois que ce n'est pas beaucoup. Mais bon, ça existe. Bon, alors, le dernier sujet, c'est la fourniture de liquidité. Bon, et là, la fourniture de liquidité, vous savez que le modèle de référence, c'est le modèle de Diamond et Deepvic. Est-ce que vous avez vu ça en financial market ou en banque l'an dernier ou des trucs comme ça? Oui, on l'a vu l'année dernière. Ah bon, d'accord. Bon, donc si vous connaissez Diamond et Deepvic, il n'y a pas de nouveauté pour vous. Et donc, bon, vous savez, l'idée de Diamond et Deepvic, c'est quoi? C'est que, en gros, il y a 3 périodes.
Enfin, il y en a deux qui sont intéressantes. Mais en fait, vous avez deux catégories de consommateurs. Vous avez des consommateurs impatients qui vont vouloir consommer en période 1 et des consommateurs patients qui vont vouloir consommer en période 2. Et en fait, au moment où vous décidez de ce que vous faites de votre dotation initiale, c'est-à-dire en période 0, vous allez décider soit votre dotation initiale, vous la laissez liquide pour pouvoir la consommer en période 1, soit vous l'investissez pour pouvoir la consommer en période 2, mais vous ne savez pas encore si vous êtes patient ou impatient. Et en fait, c'est en arrivant en période 1 que vous découvrez que vous avez ou non envie de consommer en période 1 ou en période 2. Et donc, le problème de Diamond Deep League, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour maximiser l'utilité de la communauté, sachant qu'a priori, on ne sait pas qui va vouloir consommer en période 1, qui va vouloir consommer en période 2. Et le problème de l'investissement réalisé, enfin, en gros, l'investissement de long terme, si on le liquide, on perd par rapport à l'investissement de court terme, enfin, ou à la liquidité qui ne rapporte pas d'intérêt, mais ne perd pas, ou du moins, enfin bon, bref, perd moins. Et donc ce que montre le modèle de Diamond Deep League, dans le détail duquel ce n'est pas la peine de rentrer, donc, c'est que si on a les banques, bah, concrètement, le rôle des banques, ça va être de permettre qu'il y ait un niveau d'investissement optimal, et donc que chacun, en fait, le rôle des banques, ça va être d'investir dans la technologie qui demande du temps, une proportion qui correspond à la proportion des individus qui sont les individus patients. Et donc, alors même que les individus patients eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils sont ou non patients, la proportion des individus patients étant connue, les banques peuvent investir la bonne quantité. Bon, et donc rien, en fait. Alors, il y a un exemple numérique, mais à la limite, on s'en fout. Puisque vous savez comment ça marche, le truc, c'est que ce que vous savez, ce que vous avez compris, c'est que concrètement, puisque les banques investissent en vue de la période 2, une proportion des actifs qui leur sont confiés qui est égale à la proportion de la population qui est patiente, normalement, elle fournit suffisamment de liquidités en période 1 pour pouvoir satisfaire les besoins de la population impatiente, et elle a investi suffisamment pour qu'en période 2, la population impatiente puisse consommer autant qu'elle le voudra. Bon, le seul truc qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait un bank run, d'accord, donc qu'il y ait une ruée pour récupérer les actifs, ce qui est un des problèmes du modèle de Diamond et Deep League. Bon, et la question, c'est comment est-ce qu'on prévient la ruée? Alors, la méthode qu'on a choisie maintenant, nous, c'est l'assurance de dépôt. L'idée de l'assurance de dépôt, c'est de dire, si on fournit l'assurance de dépôt, il n'y a plus de sens à courir au guichet de la banque pour se faire rembourser, pour liquider ses créances, puisqu'on est sûr d'en récupérer, peut-être pas tout, mais au moins une partie substantielle. Une partie substantielle qui fait que, si on met l'assurance de dépôt à 100 000 €, concrètement, il y a 95% des gens qui savent qu'ils vont être indemnisés. Donc, s'il y a une ruée au guichet, ce ne sera pas grand monde. Donc, ça ne déstabilisera pas la banque. Une manière plus brutale de faire, ça consiste à dire on suspend la convertibilité, c'est-à-dire en gros, on ne rendra pas l'argent. Ça existe. Alors, ça n'existe pas tellement en matière bancaire, mais ça existe en matière d'assurance vie. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la loi Sapin 2 qui a été votée en 2016, elle prévoit explicitement que le gouvernement puisse, par décret, du président de la République quand même, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est pas un arrêté préfectoral, mais que le président de la République puisse suspendre le remboursement des contrats d'assurance vie aux assurés. Pourquoi? Parce que la hantise en fait des assureurs vie, mais aussi de l'État, on va tout de suite voir pourquoi, c'est que si les taux d'intérêt remontent, les gens qui ont des contrats d'assurance vie aujourd'hui, qui leur payent 1 ou 2%, qui ont 1 ou 2% garantis, si les taux d'intérêt remontent à 10%, il y a des boîtes qui vont garantir 10%. Donc les assurés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer tout leur pognon pour aller le mettre sur les contrats à 10%. Or, les boîtes qui vont proposer des contrats à 10%, ce ne sera pas forcément des assureurs qui vont utiliser le pognon pour acheter des obligations assimilables du Trésor, donc la dette de l'État. Et donc, de fait, l'État s'est beaucoup intéressé à l'inquiétude des assureurs à l'égard de la possibilité
que les investisseurs, enfin les assurés sur la vie, retirent leurs fonds à l'occasion d'une remontée des taux d'intérêt. Donc il pourrait y avoir un insurance run qui ressemble fort à un bank run. C'est le très rare cas d'insurance run, puisque normalement les assurés, ils n'ont pas les moyens de forcer l'assureur à payer. Donc le seul cas possible d'insurance run, c'est si on a une remontée des taux avec des contrats, avec des nouveaux contrats qui seraient à des taux beaucoup plus élevés que les contrats à taux anciens. Et justement, pour prévenir ça, ce qui a été choisi, ce n'est pas du tout l'assurance de dépôt, ça n'aurait aucun sens, c'est de suspendre la convertibilité. Bon, mais il y a deux autres possibilités théoriques. C'est la possibilité narrow banking et puis la possibilité banque 100% capital, mais en fait, je n'arrive pas à voir la différence. C'est-à-dire que concrètement, pour moi, c'est un peu la même chose. Bon, alors c'est quoi la narrow banking? L'idée du narrow banking ou du 100% banking, d'accord, c'est l'idée en fait que les réserves ne sont pas fractionnaires et donc que les banques ne peuvent pas émettre plus de... Enfin, peuvent pas avoir à l'actif plus que ce qu'elles ont comme dépôt. Mais pardon, elles ne peuvent pas créer des nouveaux dépôts. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que en fait, une banque qui fait du narrow banking, c'est une banque qui a dont l'actif est liquide, de sorte qu'elle peut immédiatement rembourser les déposants qui voudraient retirer leur dépôt. Donc tout l'actif est liquide. Il n'y a pas d'actif illiquide, donc il n'y a pas de prêt. Bon, alors, après, on pourrait dire, oui, mais il peut y avoir des versions plus sophistiquées du narrow banking. Par exemple, on pourrait imaginer, dans un cadre à la Diamond Dybvig, que la banque qui fait du narrow banking, c'est la banque qui est sûre d'obtenir suffisamment en liquidant la ressource de long terme pour faire face à un bank run. C'est-à-dire qu'en gros, la banque qui ferait du narrow banking, ce ne serait pas la banque qui aurait tout investi à court terme, mais ce serait la banque qui aurait investi à court terme suffisamment pour faire face exactement au bank run. Et pour ça, il faudrait qu'elle prévoie la proportion des gens qui vont venir dans le bank run. Donc, c'est assez compliqué. Ou alors, du moins, une banque qui serait capable d'obtenir suffisamment de ressources en titrisant la ressource de long terme s'il y a un bank run. Bon, ça c'est... Du point de vue conceptuel, ça ne pose pas de problème, mais du point de vue de la certification ex-ante du fait que c'est du narrow banking, je ne sais pas comment faire. Je comprends, mais je ne vois pas le truc. Alors, la crise de 2008, évidemment, elle a provoqué des discussions sur l'opportunité de revenir d'aller vers du narrow banking. Et de fait, on a vu que les institutions qui gèrent la monnaie électronique, dans la mesure où elles peuvent conserver leurs dépôts à la banque centrale, peuvent être considérées comme des narrow banks. Oui, et alors? Je serais tenté de dire oui, et alors? Mais en fait, si vous voulez, ce que je trouve, la controverse actuelle, elle est celle-là. Elle est que il y a tout un courant qui considère que la banque universelle qui produit des crédits et donc qui se retrouve avec un actif non liquide, ça fabrique du risque macroéconomique et que en fait, ça fabriquera toujours du risque macro et du risque de crise financière, et donc il faut limiter la création monétaire par les banques, et donc, de fait, il ne faudrait pas que les banques créent de la monnaie. Voilà. Ou du moins qu'elles ne puissent créer comme monnaie qu'elles concurrencent des fonds propres dont elles y disposent. En effet, si elles ont des fonds propres, ils n'ont pas vocation à être retirés. Et donc là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec leurs fonds propres, mais avec ce qui n'est pas des fonds propres, avec ce qui est les dépôts, elles peuvent acheter que des actifs très liquides. Ouais, bon, alors, et ce truc est très à la mode dans des cercles soit libertariens, soit au contraire très anticapitalistes. Et alors, de surcroît, la Fed a refusé des licences bancaires aux narrow banks, c'est-à-dire concrètement, la Fed a refusé des licences bancaires aux institutions émettrices de monnaie électronique.
en disant vous n'êtes pas des banques parce que vous ne faites pas de crédit, donc on ne vous donne pas de licence bancaire et on ne vous donne pas accès au guichet de l'escompte, puisque c'est la définition américaine d'une banque. Du coup, ce machin a commencé à entretenir la théorie du complot, qui est que, bah oui, mais vous voyez bien quand même que les narrow-banks, ça gêne les vraies banques, et c'est pour ça qu'elles font pression sur le régulateur, c'est le lobby bancaire qui empêche de donner je pense plutôt que du point de vue macro, le problème des narrow-banks, c'est que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est des banques, c'est une manière de dire que c'est des banques, mais des banques qui ne procurent pas de crédit à l'économie. Enfin, j'entends qu'ils ne font pas qui ne font pas de transformation de maturité et de transformation de risque. Ça ne produit pas de liquidité, ça produit pas de crédit à l'économie, et donc ce n'est pas de nature à permettre la croissance. Enfin, ce n'est pas de nature à permettre le fonctionnement à rendre le service qu'on attend d'une banque, c'est-à-dire de créer de la monnaie pour que l'activité soit croissante et soit positive. Bon. Alors, le deuxième truc, c'est donc l'extension du narrow banking en disant, c'est le papier de Jacqueline de 1987, bah ouais, mais seulement en fait, si les banques sont capitalisées, elles peuvent prêter autant que le montant de leur capital. Et donc, en fait, le rendement du capital des banques, ça va être le rendement qu'elles font sur des prêts. Bah, il suffit d'entendre ça pour comprendre que ça ne peut pas marcher. Parce que le rendement que vous attendez du capital, ce n'est pas le taux auquel vous pouvez prêter. Et c'est bien pour ça que les banques ont un levier. C'est parce que c'est pour pouvoir servir sur leur capital un taux qui est plus élevé que le taux qu'elles prélèvent sur les emprunteurs, qui est très faible. Enfin, en tout cas, dans les circonstances actuelles. D'accord ? Et donc, alors, en fait, toute l'idée qui structurait le cours de l'ENA, c'est de dire, bah oui, mais en gros, le narrow banking, enfin plutôt le 100% equity banking, c'est exactement le modèle que peut prendre le financement participatif, puisqu'on pourrait avoir un financement participatif où on a des prêteurs, des emprunteurs. La plateforme, qu'est-ce qu'elle fait ? La plateforme, en fait, elle va faire l'analyse financière. Ensuite, les prêteurs, ils vont sélectionner, ou d'ailleurs, ils ne vont même pas sélectionner, parce que s'ils font confiance à la plateforme, enfin, il y a deux modèles. Il y a le modèle où ils choisissent, et du coup, ils reçoivent un taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt du projet qu'ils ont choisi, ou bien ils confient l'argent à la banque, et la banque leur paye un taux d'intérêt fixe et prend le risque à leur place, c'est-à-dire que c'est elle qui prend le risque d'insolvabilité. D'accord ? Et donc, on voit que dans ce cas-là, on est dans le cas où on a effectivement une plateforme de financement participatif qui n'est pas tout à fait une narrow-bank, parce que c'est une narrow-bank plus du capital. Et donc, parce qu'elle a du capital, elle a du skin in the game, et parce qu'elle a du skin in the game, elle est crédible dans la production d'informations et dans la production du service de surveillance déléguée. Et donc, de fait, l'idée de l'ENA, et c'est le papier qu'elle avait fait pour l'OCDE, c'était que, clairement, les plateformes de financement participatif étaient en mesure de remplacer les banques. Pourquoi ? Parce que dans des coûts de fonctionnement plus faibles, elles ont des techniques d'analyse financière de pointe, puisqu'elles utilisent l'intelligence artificielle, elles sont beaucoup plus transparentes, elles n'ont pas de pouvoir de marché, et enfin, sous réserve qu'elles aient des fonds propres, elles réalisent l'essence du modèle de surveillance déléguée tel qu'on l'a vu apparaître dans le modèle de Diamond. Et donc, de fait, l'idée, c'est que finalement, les plateformes de financement participatif, c'est la banque de l'avenir, puisque comme ce n'est pas de la création monétaire, mais c'est de la mise en relation des emprunteurs et des prêteurs, on ne prend plus le risque de création monétaire excessive, on ne prend plus le risque de crise financière, on prend seulement on utilise la technologie à la fois pour faire l'analyse des projets et pour mettre en relation les prêteurs et les emprunteurs, et pour présenter aux prêteurs des projets intéressants. Et donc le capital, le petit capital qu'il y a, il ne sert pas, comme dans le modèle original de Jacqueline, à faire de la création, à faire des prêts, parce que si c'est ça, on ne va pas y arriver. Le petit capital qu'il y a, il sert juste à ce que la plateforme ait suffisamment de skin in the game pour être crédible dans la production d'informations qu'elle fait.
Voilà. Et puis, évidemment, la condition pour que tout ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce d'assurance de liquidité, ou il faut qu'il y ait un service qui permet de revendre la participation qu'on a prise. Et c'est là que moi, je pense que c'est absolument pas crédible. Parce que, en gros, dire qu'il y a moyen de revendre des prêts sur un marché secondaire avec la même liquidité que des dépôts, bah oui, si c'est possible, vous avez répondu à la question de savoir s'il y a besoin de banque. C'est-à-dire que si concrètement, les clients d'une plateforme de financement participatif bénéficient d'une information d'une qualité telle qu'ils peuvent considérer les prêts qu'ils ont consentis dans le cadre de la plateforme avec le même niveau de sécurité que de la monnaie, bah oui, ok, d'accord, mais vous avez résolu le problème, il n'y a plus besoin de système bancaire. Mais le problème, c'est que les hypothèses, je ne dis pas les hypothèses théoriques, je dis les conditions plutôt pour que ça se réalise dans la réalité, après une bonne fumette peut-être, mais avant, je ne suis pas sûr. Voilà, bon, enfin, cela dit, moi, ce que je vous conseille, c'est de redoubler parce que Léna vous le fera avec beaucoup plus de conviction que moi l'année prochaine. Voilà, ou Monsieur, alors, oui. excusez-moi de vous couper, juste une question. Oui. Si on considère que, comme on l'a vu avant, que les banques, quand il y a une nouveauté, ce qu'elles font, c'est qu'elles internalisent le nouveau processus pour diversifier les services qu'elles proposent. Si jamais on dit que la plateforme de financement participatif fonctionne, est-ce que les banques ne vont pas être tentées justement de diversifier leurs services et d'intégrer ce nouveau processus dans les services qu'elles proposent? Je pense que vous avez complètement raison. Je me souviens vaguement que c'était ce que racontait Souchot. Et que, typiquement en France, les plateformes de financement participatif, c'était les faunées des banques. Mais il faudrait que je retrouve la... Alors, je ne sais plus si Souchot l'avait dit ou s'il l'avait écrit. Le problème, c'est que je n'ai pas de mémoire. Et donc, mais moi, je serais tenté de penser comme vous. En particulier parce que on voit bien qu'en France, ce qui fait que ce qui décolle pas, c'est que les gens vont pas sur les plateformes de financement participatif pour prêter leur pognon. Ça les intéresse pas. De toute façon, les Français, oui, il y a des gens qui veulent investir en France, mais pour l'essentiel, les gens, ça les intéresse pas de gagner de l'argent avec leur argent. Donc remplacer les banques. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas les banques en France, c'est qu'ils ne comprennent pas le métier de banquier, fondamentalement. Ils ne sont pas comme les Américains à penser que les banquiers leur font une concurrence déloyale. Ils trouvent que c'est un métier à la con, ils n'ont pas envie de le faire. Donc je vous remercie de vous sacrifier pour tous ces Français qui s'en moquent. Et de manière générale, vous avez tout à fait le droit de m'interrompre et de me poser des questions. Bon. Je vois que... Oh, j'avais pas vu que la reine d'Angleterre était avec nous ce soir. Bon. Pas de questions. Est-ce que je peux vous souhaiter une bonne soirée? Et vous Merci, vous aussi. Oui, merci. À la semaine prochaine pour l'assurance, pour la banque. Ouais, merci. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.